Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Petite parenthèse avant de démarrer cet épisode. Si tu te reconnais dans ces conversations sur l'hypersensibilité, dans tous les épisodes et dans tout ce que je partage sur les sensations, les émotions et les pensées qui tournent en boucle, tu pourrais être intéressé par mon livre « Mon hypersensibilité, une force insoupçonnée ». J'y partage les outils que j'ai créés pour moi et que j'utilise avec mes clients, les hypersensibles et les autres. Pas de solution toute faite, mais une approche pour comprendre, accepter et transformer ta sensibilité à ta façon. Tous les détails sont dans la description du podcast. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Hello, chers passagères et passagers. Bienvenue dans ce nouvel épisode en mode conversation avec une personne qui m'inspire. Aujourd'hui, je reçois Synaptix. C'est son petit nom sur les réseaux, une passionnée de neurosciences qui adore partager toutes ses connaissances sur ce qu'elle a compris et ce qu'elle continue à comprendre du fonctionnement du cerveau, mais pas que. Je te laisse découvrir l'épisode, tu vas voir, c'est passionnant. Bonjour Tiffany. Bonjour Bénédicte. Alors, tu es Tiffany, mais tu es Synaptix sur les réseaux. Est-ce que, déjà, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça me fait très plaisir parce que, comme je te le disais, je te suis depuis un moment et j'aime énormément ton approche des neurosciences qui est pas bullshit, comme je le disais, pour partir franchement. J'aime peut-être son approche concrète et en même temps scientifique qui change de beaucoup de communication qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux autour des neurosciences. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ? Oui, avec grand plaisir. Alors déjà, merci pour l'invitation sur le podcast. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi d'être là. Partagé. Donc, qui je suis ? À la base, moi, j'étais en thérapie, donc j'étais kinésithérapeute de formation. Et j'ai toujours été passionnée par le cerveau et par les neurosciences. Et je travaillais avec des patients en neurorééducation, donc qui souffraient d'un problème au niveau principalement central, donc soit un AVC, soit des traumatismes crâniens ou même des maladies neurodégénératives. Et je me suis aperçue qu'en tant que thérapeute, je travaillais la périphérie, je travaillais les jambes, je travaillais les membres supérieurs, je travaillais le tronc, mais je travaillais pas directement sur le cerveau. Et je trouvais que ça me manquait en tant que praticienne de comprendre ce sur quoi je travaillais. Donc j'ai arrêté mon métier de kinésithérapeute pour faire des études de neurosciences. Donc j'ai d'abord fait un master en neurosciences, puis un doctorat en neuroingénierie, donc vraiment la translation de la technologie aux neurosciences. Et je me suis jamais arrêtée d'étudier le cerveau, d'étudier les neurosciences. Et j'en parle littéralement toute la journée. Et ce qui est assez amusant, c'est que je suis pas du tout réseaux sociaux à la base. Mais je parlais neurosciences vraiment tout le temps. Et un jour, mon conjoint m'a dit c'est sympa, mais je peux pas absorber toute cette passion que t'as pour le cerveau et toutes tes histoires. Et donc, c'est lui qui m'a proposé de me lancer sur Insta. Et je me suis dit, mais personne va m'écouter, ça va intéresser personne. Et puis, finalement, avec un peu de recul, on a tous un cerveau et on a tous le droit de comprendre comment ça fonctionne. Et quand on comprend les choses, après, on est plus équipé pour prendre des décisions pour soi-même. Donc là, maintenant, ça va faire 4 ans que je suis sur Instagram où toutes les semaines, je parle de sujets complètement différents qui tous en lien avec les neurosciences. Et puis là, je suis en train de construire des formations parce que je me rends compte que finalement, tout ce qui est autour de nous dans notre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, on peut tout décrypter par le regard des neurosciences. Et c'est super intéressant. Il y a pas très longtemps, j'ai même fait une conférence sur le parachutisme et les neurosciences. Et finalement, on peut l'appliquer vraiment à tous les sujets. Alors, évidemment, c'est un point de vue spécifique qui est complémentaire à d'autres aspects, à la psychologie, à la médecine, à la pharmacologie. Mais c'est vrai que ça reste un point de vue qui est finalement pas assez expliqué, ou alors qui est expliqué avec beaucoup de fausses idées véhiculées beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et je trouve que c'est important d'en parler. Et c'est ma passion. Donc voilà, je fais ça sur les réseaux depuis 4 ans maintenant. Super. Eh ben, écoute, bravo pour cette reconversion et j'aime énormément cette transformation et ce passage avec évidemment ta curiosité sur le fonctionnement du cerveau, mais de partir du corps pour revenir entre guillemets à la boîte noire. Mais j'imagine que du coup, t'oublies pas pour autant le corps en fait, c'est-à-dire que on est un tout, donc tout fonctionne, tout doit fonctionner ensemble. Exactement. Et c'est là où les neurosciences, c'est un sujet très très vaste. Et du coup, j'ai aussi appris tous les aspects cognitifs, les émotions. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que ce soit dans nos métiers de professionnels de la santé ou même en recherche, c'est tellement complexe et tout est intrinsèquement lié finalement on est obligé de couper tout par petits bouts. C'est-à-dire que les kinésithérapeutes, ils vont s'occuper du corps, les psychologues, ils vont s'occuper des émotions, de la cognition, enfin les neuropsys vont s'occuper plus de la cognition. Finalement, on prend un être humain et on le coupe en petits morceaux. Chaque fonction est dissociée du reste parce que sinon c'est trop complexe et il faut construire son expertise pour pouvoir travailler ces éléments-là. Mais il faut jamais oublier qu'on est un tout. Et l'un fonctionne pas sans l'autre. Et puis finalement, quand on regarde un peu comment limiter l'apparition de maladies neurodégénératives ou comment développer du bien-être ou comment être plus productif, au final, on retourne toujours sur les mêmes éléments qui constituent la base de l'être humain. Et je trouve ça passionnant. Et toujours remettre dans un contexte général, c'est toujours important. Ouais, t'as raison. En fait, c'est vrai que en tant que professionnel de l'accompagnement global de la personne, quelle que soit la partie de la personne dont on va s'occuper, c'est vrai qu'effectivement, on est obligé entre guillemets de sectoriser, alors que quelque part, et du coup, cette sectorisation fait des fois croire ou peut faire croire aux gens qu'on les considère que comme un bras, comme un corps ou comme un cerveau ou comme un producteur d'émotions, alors que finalement tout est intrinsèquement lié, en fait. Et ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui, oui, quand on est dans le soin ou l'accompagnement, est effectivement un peu nécessaire, mais c'est tellement nécessaire de ramener en fait la perspective et de dire ok, on va se focaliser sur ton bras, mais par exemple, oublie pas que c'est toute, si t'as eu un traumatisme ou t'as eu un problème cérébral au bras, oui, on va travailler le bras, mais il y a d'autres façons qu'en passant directement par ton bras qu'on peut le travailler. Et c'est la même chose pour les émotions ou la cognition, par exemple. C'est ça, exactement. Il y a plein d'études qui montrent, par exemple, moi, je suis mon expertise, c'est la neurorééducation, mais il y a plein d'expertises qui montrent, par exemple, que la dépression ou l'anxiété a un effet direct sur les capacités de dextérité de la main. Mm-hmm. Alors que, en fait, on les traite rarement ensemble, mais en fait, bien sûr que ça a des effets sur les performances. En fait, finalement, le tout a des effets sur d'autres fonctions parce que tout fonctionne ensemble. Le cerveau, littéralement, il a besoin de ses entrées, donc beaucoup de les entrées sensorielles de l'extérieur, mais aussi les entrées internes, tout le ressenti du corps et l'état du corps pour pouvoir produire quelque chose. Et en fait, tout est une boucle d'entrée et de sortie, et dès qu'il y a un dérèglement quelque part, évidemment, ça a un impact sur toute la boucle. Et le rôle un peu des thérapeutes et des cliniciens, c'est d'aller un peu investiguer quelle est la problématique dans cette boucle-là ou comment trouver des stratégies pour améliorer cette boucle quand il y a des fonctions qui sont perdues. Et voilà, et ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, c'est pas forcément la première question que je voulais te poser, mais puisque on en est là sur justement le bien-être, etc., et la rééducation. Alors toi, tu parles plutôt en tant qu'ancienne kiné de rééducation fonctionnelle, mais moi, j'aime bien aussi parler de rééducation entre guillemets. Alors du cerveau, c'est réducteur finalement. Quand je le dis, je me rends bien compte que c'est réducteur, mais c'est de notre capacité à penser, de notre capacité à percevoir le monde, parce que finalement. On y reviendra, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut reprogrammer son cerveau et même du coup quelque part son corps pour développer une image plus bienveillante de soi, pour aller mieux, ou est-ce que c'est une illusion selon toi ? Alors, c'est une excellente question. Il y a, je pense, 60 ans de ça, la réponse, elle aurait été non, parce qu'on avait vraiment cette idée que le cerveau, il était figé et qu'il y avait très peu d'adaptation et de plasticité. Aujourd'hui, on sait que cette idée, elle est fausse. Elle a été scientifiquement rejetée et on sait très bien que notre cerveau, il est plastique jusqu'à la fin de notre vie.
Donc on sait, on a parlé des maladies, donc on sait qu'on a la plasticité post-lésionnelle qui existe, mais on a aussi la plasticité d'apprentissage. Et la plasticité d'apprentissage, elle est toute sa vie. Je fais juste une petite pause parce que moi, je sais que mon audience, elle peut l'entendre parce que je parle souvent de plasticité neuronale, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est et ce que ça a du coup comme conséquence au quotidien pour notre corps, notre capacité d'apprendre, etc. Avec tes mots de neuroscientifique. Voilà, il existe plein de types de plasticité, mais pour faire assez simple, c'est toutes les stratégies que notre cerveau met en place pour s'adapter à la situation. Et donc, au fur et à mesure des apprentissages, de notre vie, de l'environnement, c'est aussi une partie basée sur notre génétique, en tout cas de ce qui nous arrive, on doit être capable de survivre et donc on doit être capable de s'adapter. Et la capacité de s'adapter, c'est vraiment cette plasticité, et c'est-à-dire que littéralement, les neurones vont changer un peu la manière dont ils sont connectés les uns les autres et ils vont changer la manière dont ils communiquent les uns avec les autres. Et ça, c'est modulable toute sa vie, c'est-à-dire que même si on a 110 ans, on est capable de modifier des connexions neuronales. Alors évidemment, le potentiel n'est pas le même en fonction de l'âge. Il est très élevé chez les enfants, c'est pour ça qu'on a une très forte période d'apprentissage. Mais il n'est pas éteint, il est jamais éteint et on peut le travailler toute sa vie, même à 100 ans. On peut apprendre une nouvelle langue, on peut apprendre à jouer du piano. Ça, ce sont des capacités qui sont à notre disposition toute notre vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de philosophes, et moi inclus, qui pensent qu'à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre dans ta vie, c'est le moment où ton cerveau il commence à mourir, entre guillemets. Et l'apprentissage, c'est vraiment un mécanisme de vie pour le corps, pour le cerveau. Et donc, cette plasticité, elle existe toute notre vie pour ça, pour nous permettre de survivre. Et on peut l'utiliser dans toutes les stratégies, et inclus pour le bien-être, inclus pour la perception de soi. C'est sûr que si tous les matins, qu'on parlait des schémas de pensée, si tous les jours, on considère qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur, ou on se répète ça, notre petite voix intérieure nous répète régulièrement des choses négatives, en fait, notre cerveau, il a ce biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation, il a ce biais de vouloir valider nos pensées. Et donc, si on pense des choses négatives, on va trouver des stratégies et des preuves qui vont nous valider le fait que ce qu'on dit est vrai. Et donc, on va se créer une image de soi-même, on va renforcer et on va créer toutes les connexions neuronales qui valident notre idée négative de soi. Par contre, si on commence de manière, évidemment, ça c'est des processus qui sont inconscients, qui sont ancrés, mais si on commence de manière consciente à essayer de modifier son regard, de modifier sa perspective, de modifier ses idées, même si au début ça nous semble un peu faux, parce que je me force à dire que je suis une bonne personne et je me force à dire que je me trouve jolie, au fur et à mesure, la connexion, elle passe quand même. Si on effectue la pensée, il y a une information qui est passée dans un circuit, même si l'information elle est faible, elle est passée. Et à partir du moment où elle passe, elle repasse, c'est là où on renforce justement les voies neuronales et on va pouvoir modifier l'estime de soi, l'image qu'on a, ses automatismes et ses schémas de pensée. On va vraiment rentrer dans... Ça peut être très facilement un cercle vertueux, comme ça peut être l'inverse. Et si on commence à dire qu'on est une bonne personne, au fur et à mesure, notre biais de confirmation va aussi trouver des éléments qui nous prouvent et qui nous renforcent dans l'idée qu'on est une bonne personne. Donc oui, la plasticité neuronale est super importante et moi je suis plus que convaincue qu'on peut changer l'image qu'on a de soi et je pense que même ça fait partie, là on est un peu plus sur un débat philosophique, mais je pense que ça fait partie de la mission de la vie de travailler sur soi, de travailler sur son image. Enfant, il y a il y a complètement notre cercle familial, notre environnement, la culture qui nous pose une image de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas en capacité de savoir qui on est, on n'est pas en capacité de construire sa propre image. Et en fait, notre rôle d'adulte, justement, une fois que notre cerveau a fini de maturer et qu'on a toutes les cartes entre nos mains, notre mission d'adulte, c'est de savoir qui on est et de se construire et construire notre image de soi. Donc, malgré ce qu'on peut des fois croire, et comme tu le disais, je vais rebondir sur apprendre toute sa vie et apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, que ce soit cognitif ou même des sports ou des activités
de loisirs ou créatives ou d'art. Donc ça va maintenir notre cerveau plastique et ça va nous permettre de vivre en bonne santé au niveau de notre cerveau. Et en même temps, tout ne s'arrête pas après l'enfance, puisque même, je crois que c'est hier ou dans les jours derniers, t'as publié un post en disant que la dernière partie du cerveau à finir sa maturation, c'est le cortex préfrontal autour de 25 ans. Donc, ce qui veut dire que notre cerveau, il est mature complètement qu'à 25 ans. Pas à 16 ans, pas à 18 ans. Enfin, c'est pas parce qu'on devient majeur qu'on est complètement mature. Exact. Mais donc concrètement, notre mission après, entre guillemets, à nous en tant qu'adultes, c'est de venir cultiver ça et de cultiver notre identité finalement. Qui on a envie d'être. Exactement. Et notamment ce cortex préfrontal, donc c'est vraiment le lieu où on va avoir tous les traitements de très haut niveau, de prise de décision, également de planification, mais aussi de régulation et de nos émotions et de nos comportements. C'est-à-dire que avant, 25 ans, c'est une moyenne, chaque personne est un petit peu différente, mais avant cet âge-là, on n'a pas toutes les cartes en main pour réguler ce qu'on ressent et pour réguler nos comportements. Du coup, ça me fait penser, hier dans la rue, j'ai vu une maman qui criait sur son enfant, de lui dire « mais arrête de pleurer ou arrête d'être en colère ». En fait, non. La personne entre vous deux qui a les capacités de réguler son émotion, c'est toi. Et c'est pas ton enfant. Ton enfant, il n'a pas les capacités de réguler ces aspects-là. Donc, c'est vrai qu'après 25 ans, on commence tout juste à avoir les cartes entre nos mains pour apprendre à gérer efficacement ses émotions, à prendre des décisions un peu plus structurées, basées sur nos émotions, mais aussi basées sur l'éthique, basées sur des stratégies. Donc, on est un peu plus optimisé à partir de 25 ans. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage, cette illusion, et c'est ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'après 25 ans, on perd des neurones et du coup, il y a plus rien à apprendre et on arrive au bout de sa vie cognitive un petit peu, alors que c'est l'inverse. Alors que c'est vraiment littéralement l'inverse, c'est-à-dire ce n'est que le début de la construction de sa personne et de son identité propre en fait. Quelque part, on pourrait le résumer, c'est pas parce que à partir du déclin neuronal, donc à partir, je me souviens même pas, mais c'est après la vingtaine, effectivement, où on commence à perdre des neurones. Ouais. C'est pas parce qu'on perd des neurones qu'on perd en capacité, notamment d'apprentissage ou de tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que le nombre de neurones n'est pas l'aspect majeur du fait qu'on va pouvoir continuer à apprendre, à évoluer, à changer des choses dans notre vie. Ouais, c'est même l'inverse. Il faut imaginer que si vous passez votre vie à étudier l'histoire, la géologie, l'anglais, les mathématiques, la physique, ok, on aura des connaissances un peu généralisées, mais on n'aura aucune expertise. On ne peut pas devenir expert si on étudie tout. À un moment, pour pousser son expertise, on est obligé d'étudier qu'un seul domaine. En fait, ça se passe un peu de la même manière dans notre cerveau. Au début, on a énormément de neurones qui nous permet justement de dire, ok, qu'est-ce que je dois faire de ces neurones et je peux apprendre plein de potentiels différents. Mais à partir d'un certain âge, on doit développer une expertise. Et ce qui compte finalement, c'est pas d'avoir beaucoup de neurones, c'est pas ça qui nous importe. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir des réseaux neuronaux qui sont efficaces. Et du coup, plutôt que l'information, elle passe entre plein de petits circuits, ce sera plus rapide de prendre l'autoroute. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, cette, entre guillemets, perte neuronale, qui a été mal interprétée comme un signe négatif, en fait, est quelque chose d'extrêmement positif parce que ce qui compte, c'est la rapidité de transfert de l'information et comment l'information, elle est traitée rapidement. Et pour qu'elle soit traitée rapidement, en fait, il nous faut des chemins efficaces et pas passer par plein de petits villages, entre guillemets. Et d'ailleurs, il me semble, parce que moi je suis pas experte en neurosciences, je m'y intéresse énormément et du coup j'essaye d'en parler, mais à mon niveau, mais ça m'intéresse d'avoir vraiment ton avis. Je sais que dès l'enfance, je crois que c'est dans la première ou la deuxième année, il y a ce qu'on appelle un élagage neuronal, c'est-à-dire qu'en fait il y avait tout un tas de connexions possibles. Et moi je le visualise parce que j'aime bien visualiser les choses, comme par exemple l'enfant au départ il peut être capable de produire tous les sons et finalement parce que il est dans un bain culturel, social, etc. et familial qui lui parle et donc il entend des sons d'une certaine façon, au fur et à mesure, en fait, le cerveau va dire ces sons-là sont pas utiles pour moi, donc en fait, je les utilise pas. Est-ce que c'est une bonne façon de parler de l'élagage neuronal? Bon. C'est exactement ça, c'est dire qu'on a un potentiel très très large au début à la naissance
et qui va nous permettre déjà dès la très petite enfance de développer une expertise pour pouvoir survivre dans son milieu. Et notamment l'expertise de la langue maternelle, elle est essentielle pour le développement du langage, pour la compréhension, pour la sociabilité. Et du coup, en fait, non, on va pas garder un potentiel pour une langue qu'on va jamais entendre, et on va développer l'expertise des outils dont on a besoin. Donc finalement, notre perte neuronale, quelque part, qu'on a vu, comme tu le disais, pendant très longtemps comme quelque chose de négatif, finalement, on peut le voir comme quelque chose de très positif, dans le sens où notre cerveau réorganise l'utilisation de ses neurones, et en gros, il va couper l'alimentation sur les circuits électriques qui n'allument jamais d'ampoule, quelque part. C'est un peu, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. Non, mais moi, j'aime bien utiliser les images. Alors, voilà, c'est... Mais je suis d'accord avec toi. Vraiment, l'objectif, c'est... disons qu'il faut avoir conscience que notre cerveau est encore plus feignant que nous. OK ? Oui, donc, il économise l'énergie de toute façon. Exactement. Lui, le cerveau, il va toujours dans des stratégies d'économie. Et moins il en fait, mieux il se porte. Et du coup, si c'est pas utile... soit on le transforme, c'est-à-dire on va le réutiliser pour des fonctions qui nous sont utiles, où j'ai besoin de développer du potentiel, ou on le garde pas. C'est-à-dire que la synapse, elle va s'enlever et la connexion, elle va disparaître. Pour pouvoir mettre l'énergie ailleurs. Parce que le cerveau est un grand consommateur d'énergie, et du coup, on va à l'essentiel. Soit de certains réseaux, on peut les endormir, c'est-à-dire que finalement, l'information, elle va passer, mais que faiblement. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a toujours le potentiel d'aller le réactiver plus tard. Donc, si on l'a déjà appris, normalement, ça s'endort. Après, évidemment, c'est moins efficace. Il faudra de nouveau renforcer un peu le circuit. Mais c'est toujours présent. C'est-à-dire, si on a appris à faire du vélo jeune et qu'on a arrêté pendant 50 ans, quand on va refaire du vélo, évidemment, on n'aura pas le même niveau, mais on est toujours capable de faire du vélo. Donc, ça se perd pas, mais ça ralentit et ça... On est moins efficace. Nos abdos, voilà, si on fait pas les abdos, ils fondent un peu, mais ils disparaissent pas de notre corps. Voilà, c'est un peu la même chose. Je vais me faire tuer par les neurologues. Ah, mais c'est pour comprendre, voilà, c'est de la vulgarisation, mais c'est un peu là-dessus. Moi, j'aime bien aussi effectivement ces images-là, de dire si tu veux, tu vois, comme on le disait, notamment. Alors, pour certaines personnes, ça semble, comme tu le disais, un peu artificiel de se dire je suis jolie, je suis intelligente, je vais réussir. Bon, en plus, on a tellement eu le conditionnement par la pensée positive, etc., que elle a aussi ses limites, parce que forcément, ça ne fonctionne pas que comme ça, et que c'est un vrai travail. Et c'est pas juste se dire dans le matin, une fois par semaine, je suis jolie, qui va faire que ça va fonctionner. C'est un vrai entraînement. Et de la même manière que quelque part, celui qui veut passer aux Jeux Olympiques, avoir une médaille, il va s'entraîner de façon intensive. À un moment, si on veut faire changer quelque chose, effectivement, de la même manière, c'est un vrai entraînement et qu'il faut pas le lâcher quelque part. Exactement. Et par rapport à ça, on parle notamment dans le développement personnel, on parle beaucoup des affirmations positives, de la visualisation. En vrai, c'est juste et c'est pas juste. Et en fait, je crois que c'est comme pour tout dans toutes les solutions un peu clés en main qui existent sur les réseaux. C'est-à-dire que oui, il y a un fond de vérité, mais non, c'est pas tout à fait ça. On sait que la visualisation, elle est importante pour aller stimuler ces réseaux-là et pour laisser un peu une trace positive dans le cerveau. Ça, c'est clair. Tu parlais des athlètes des Jeux Olympiques, ils font de la visualisation, ils font de la visualisation motrice. Ça permet aussi de protéger le corps, mais ça permet d'activer les réseaux pour que l'information, elle continue à tourner et au fur et à mesure, elle aille un peu plus vite. Mais que ça ne suffit pas. Et c'est comme pour tout, c'est-à-dire que si moi, je visualise tous les jours pendant des heures le fait d'être championne du monde de saut à ski, je le visualise super bien, je suis très efficace, je le ressens complètement dans mon corps et je fais des super performances. Évidemment, le jour où je monte sur les skis, je ne sais pas faire parce que ça part aussi par d'autres circuits que seulement les circuits de visualisation. Donc c'est comme pour tout, c'est un bon outil qu'il faut comprendre et il faut surtout comprendre les limites et qu'est-ce que ça peut apporter ou pas apporter. On est d'accord que on peut très bien apprendre par cœur une méthode pour jouer du piano. Si on ne se met jamais à jouer du piano, si on joue dans le piano que dans sa tête, on ne pourra pas directement jouer au piano. Par contre, quand on passera à la pratique, ça nous aidera peut-être et ça nous permettra peut-être d'aller plus vite dans notre apprentissage. Exactement, tout à fait. Ce qu'on appelle un peu un priming effect, c'est-à-dire que l'information a déjà circulé, donc il y a une petite route qui s'est déjà tracée. Et du coup, c'est plus facile pour aller construire une route plus rapide. Mais par contre,
on est limité. On va pas créer une autoroute juste parce qu'on a imaginé les choses. Et donc, dans le renforcement d'une image positive de soi, de la même manière, à un moment, il faut qu'on aille se confronter au monde en essayant d'expérimenter cette image positive de nous-mêmes dans le monde et pas seulement face à notre miroir ou entre nous et nous en visualisation. Exact. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais en fait de justement quand t'expliquais que le fait de se répéter des choses positives, ça allait venir changer quelque chose au niveau de notre cerveau, puisque notre cerveau veut confirmer en fait nos pensées. Donc effectivement, là, c'est plus par rapport à la perception du monde autour de nous. Donc, en fait, comment nos pensées créent notre environnement, mais aussi comment notre environnement crée nos pensées. Là encore, on est dans une rétroaction. Et quand je dis environnement, si par exemple, on est dans la même maison, on a le même environnement. Mais c'est parce qu'on vit dans la même maison qu'on a la même perception de notre environnement. Donc, si moi, je vais pas bien, ça veut dire que potentiellement, je vais voir tout ce qui va pas dans ma maison et qui me renvoie à mon image de mal-être. Alors que si, par exemple, ma fille, elle est plutôt de bonne humeur, elle va voir des éléments positifs qui vont renforcer, en fait, sa bonne humeur et son énergie positive. Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre que dans le cerveau, il y a plusieurs structures qui, en fait, finalement, nous imposent un filtre. Mm-hmm. Et ma réalité n'est pas ta réalité, n'est pas la réalité de tes auditeurs. On a chacun notre propre réalité. Du coup, qu'est-ce que la réalité? C'est un autre débat. Oui, ça c'est un vaste débat, effectivement. Mais c'est vrai que dans le cerveau, déjà, la première structure qui va influencer tout ça, c'est le thalamus. Mm-hmm. Le thalamus, c'est littéralement la porte d'entrée des informations sensorielles de notre environnement. Avant qu'elle arrive à notre cortex, qui est le centre finalement de traitement des informations et qui nous permet d'avoir conscience de ce qui se passe. Donc le thalamus, c'est vraiment la douane. Toutes les informations sensorielles arrivent au thalamus et ensuite notre thalamus, il filtre les informations. Toutes les informations n'arrivent pas à notre cortex parce que si toutes les informations arriveraient, on serait surchargé mentalement. Et on serait incapable d'avoir de l'énergie et on serait incapable de faire quoi que ce soit. Donc notre thalamus, c'est notre premier garde-fou qui permet de contrôler un peu les informations qui arrivent. Mmh. Et finalement, ton thalamus et mon thalamus, ils fonctionnent pas de la même manière. C'est basé notamment sur nos apprentissages, sur nos expériences vécues, c'est basé sur nos émotions, c'est basé sur aussi sur notre construction de qui on est, qu'est-ce qui nous intéresse, quels sont les différents aspects. Et ça explique littéralement pourquoi, quand tu vois une pièce, tu vois pas la même chose que ton mari, par exemple. Et il y a par exemple, certains ont plus de sensibilité. Je pense à mon conjoint qui est extrêmement différent de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une vision très holistique. Mm-hmm. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de la logique. Ok, c'est globalement, c'est logique, ça a du sens. J'avance, je passe à une autre information. Et mon conjoint, il est très orienté sur les détails. Et du coup, littéralement, il voit des choses que moi, je ne vois pas. Et je les vois seulement quand il m'attire l'attention sur ce détail-là. Mais sinon, je l'aurais jamais perçu. Toi, tu vois des choses qu'il ne voit pas non plus. Et lui, exactement, c'est dans les deux sens. Moi, je vois des logiques et de manière plus globale. Et c'est deux types de vision, par exemple. Et ça, c'est extrêmement lié à notre thalamus. C'est le thalamus qui va vraiment dire, en fait, ça, ce sont les informations qui sont importantes pour toi. Du coup, ça remonte. Ça, c'est une information qui est pas importante pour toi. On la garde en stand-by. Elle va pas être traitée de manière consciente. Donc ça, c'est le premier point. On a une deuxième structure aussi qui va nuancer nos perceptions. Alors on a au niveau du tronc cérébral une zone qui s'appelle la formation réticulée, qui est une formation extrêmement complexe qui traite pour plein de choses, les émotions, la cognition, la motricité, etc. Mais dedans, il y a une petite structure qu'on appelle la formation réticulée activatrice. Et elle, c'est un peu un thermostat de notre vigilance et de notre attention. Et du coup, en fonction de la situation, elle va monter l'attention ou baisser l'attention. Ce qui fait qu'il y a certains stimuli qui vont passer et d'autres qui vont pas passer. Par exemple, quand tu dors, je sais pas si tu as des enfants, oui. Mais si ton enfant pleure, ça te réveille. Par contre, s'il y a un autre enfant qui est pas le tien pleure, ça va pas forcément te réveiller. Parce qu'il y a un peu ce fil qui te dit, en fait, si mon enfant pleure, mon enfant est en danger. Et on a ces réactions de protection de son enfant qui sont génétiquement ancrées. Mais ça marche aussi, par exemple, si tu es au restaurant, dans une pièce, ça parle autour de toi. Et toi, tu es dans ta conversation, t'entends pas ce qui se passe autour. Par contre, s'il y a ton prénom qui est cité derrière, tout de suite,
t'écoutes ce qui se passe derrière alors que tu l'écoutais pas avant. Et ça, c'est la formation réticulée qui va dire, tiens, là, il y a un élément qui est intéressant, il faut que tu mettes de l'attention là-dessus. Et est-ce qu'on peut, parce que ça c'est un exercice que j'avais entendu et j'avais trouvé ça intéressant, et justement elle se rapprochait de la formation réticulée, et elle expliquait que, par exemple, si tu programmé à dire je veux voir un cœur tous les jours, à un moment en fait ton cerveau allait te montrer à un moment ou à un autre un cœur dans ta journée. Au départ en fait fallait le chercher, c'est-à-dire qu'en gros tu forces la focalisation de ton attention sur le fait de trouver un cœur dans un environnement, une feuille, un nuage, peu importe, ou un vrai cœur, etc. Et qu'au bout d'un moment ça devient un peu automatique. Est-ce que c'est lié à ça ou... Tout à fait. Si volontairement tu commences à rechercher cette information, tu dis à ton cerveau que c'est une information qui est importante pour toi. Donc, au fur et à mesure, dans les éléments qui vont être traités, s'il le perçoit lui, sans que toi tu le sois conscient, il va te le refaire monter en conscience parce que c'est un élément qui est intéressant. Il y a le même effet le jour où tu vas acheter une voiture. Oui. Tu vas acheter une voiture de ce modèle-là, tu l'as rarement vue en ville. Le jour où tu t'es décidé à acheter cette voiture, tu la vois partout. Et tu dis, mais c'est incroyable, tout le monde a pris la même décision que moi au même moment d'acheter cette voiture. Pas du tout, c'est juste ton cerveau qui te biaise. C'est une focalisation attentionnelle, en fait. Exactement. Parce que quelque chose est devenu important pour nous, ou a pris sens, finalement, et du coup, notre cerveau perçoit les choses. Et moi, je trouve ça fabuleux, et je pense que c'est super intéressant, justement, de voir cette perspective-là, parce que entre les sensations, donc visuelles, auditives, etc., donc comme tu disais, toutes les entrées, finalement, ce sur quoi on focalise notre attention, c'est extrêmement faible. Le rapport entre tout ce qui est perçu et tout ce que finalement remonte à notre conscience. C'est moins de... Pour moi, j'avais en tête que c'est moins de 1%. Alors moi je connais pas les pourcentages, je sais pas si on les connaît en vrai les pourcentages, parce que je pense que scientifiquement parlant ça va être compliqué de mettre en place un protocole de ce type-là, donc moi j'irai pas sur les pourcentages. Mais par contre, on sait que les structures conscientes sont vraiment les structures corticales du cerveau, et que tous les processus sous-corticaux, donc vraiment au centre du cerveau, sont inconscients. Et on a quand même pas mal de structures qui font des traitements inconscients dans notre cerveau. Et tout est traité, donc, comme tu le disais aussi, en fonction aussi de ce qu'on a vécu et du coup des mémoires de notre cerveau. C'est-à-dire que les choses qui sont nouvelles vont pas être traitées de la même manière que les choses qui ont déjà été vécues. Donc, ce qui explique aussi pourquoi notre réalité est si différente en fonction des uns et des autres, et à la fois si semblable, parce que malgré tout, on partage une réalité commune, mais en fait, dans les détails, finalement, ou dans les couleurs, les couleurs, c'est encore une image pour moi, mais où les associations. Exactement. Ouais. En fait, on fait pas du tout les mêmes associations, et quelque chose qui va être plaisant pour quelqu'un peut être complètement déplaisant pour quelqu'un d'autre, et pas forcément non plus de manière complètement consciente d'ailleurs. Oui, c'est beaucoup sur nos constructions mentales. Donc il y a beaucoup notre vécu, notre environnement, notre culture, un peu nos idées préconçues qu'on a aussi, qui vont changer ça. Mais il y a également aussi un facteur un peu quotidien, c'est aussi tout ce qui est stress et anxiété, qui du coup malheureusement vont utiliser ce processus un peu contre nous. Quand on a peur, on recherche des indices justement partout pour savoir où est le danger, et on est en état d'hypervigilance. Et du coup, là, le cerveau, il fait l'effet inverse, c'est-à-dire que vu que je dois trouver des informations qui me montrent qu'est-ce qui est safe pour moi ou qu'est-ce qui est dangereux, donc là, c'est vraiment qu'on a un état d'anxiété, qu'on cherche tout le temps d'où vient le danger et la menace. Vu qu'on doit tout traiter, on baisse un peu nos capacités de filtre pour être sûr de bien analyser toute la situation, et on devient en surcharge mentale, on vient avec une grosse fatigue mentale, et on tombe un peu dans le livre que tu as écrit, dans les processus d'hypersensibilité. C'est un des processus qui existent. C'est-à-dire que effectivement, on peut moduler les filtres de manière positive en disant OK, je vais chercher des cœurs, mais ça peut se retourner contre nous en cas de stress chronique, ou en cas d'anxiété, en cas de dépression, où justement à l'inverse, ça se retourne parce qu'on va aller identifier les sources de danger ou sources négatives qui vont renforcer notre état. Et justement, puisque tu en viens sur le sujet, alors moi j'ai effectivement essayé de comprendre l'hypersensibilité à différents points de vue, de fonctionnement, mais aussi par rapport aux recherches qui existent, mais qui sont finalement assez récentes sur le cerveau des hypersensibles.
Moi, la conclusion que j'en ai, mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis, et la conclusion alors au jour J, on va dire ce qu'il est parce que ça évolue tout le temps, c'est que le cerveau des hypersensibles, structurellement, c'est exactement le même que le cerveau de, on va dire, normosensible. J'aime pas forcément toutes ces expressions hyper, hypo, etc. Mais bon, disons, parlons comme ça. Mais par contre, le fonctionnement peut être différent. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Ouais. Ouf, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Je suis pas neurologue, mais de ma compréhension, déjà, l'hypersensibilité, effectivement, n'est pas considérée comme une maladie, parce que, structurellement parlant, il n'y a pas de modification. Il pourrait avoir une composante génétique de l'hypersensibilité qui fait que le développement plutôt de la connectivité, donc la manière dont les neurones parlent entre eux, et aussi du seuil de sensibilité des neurones peut être affecté. Donc il y a quand même une composante génétique, même si c'est pas pathologique. Moi, j'ai quand même l'impression que notre société actuelle fait que, alors évidemment, on en parle plus aujourd'hui, donc on a l'impression qu'il y a des hypersensibles de partout. Mais j'ai quand même la sensation que notre société, entre guillemets, crée plus de personnes hypersensibles qui sont pas forcément en lien avec une structure cérébrale qui est propice à l'hypersensibilité. J'ai l'impression qu'on est un peu tous possiblement confrontés à cette problématique-là un jour ou l'autre dans notre vie, notamment à cause de tous les systèmes qu'on a parlé juste avant. C'est-à-dire que on est dans une société qui est très anxiogène, qui nous parle régulièrement de choses qui sont très anxiogènes. Donc, on est avec un cerveau qui est en état d'alerte. En étant en état d'alerte, on baisse un peu nos filtres pour pouvoir traiter plus d'informations, pour savoir, justement, on est un peu en hypervigilance de notre environnement, de notre entourage. Et donc, on amène beaucoup d'informations sensorielles au niveau cortical. Et donc, on a cette surcharge cognitive et cette fatigue cognitive qui fait qu'au bout d'un moment, le cerveau, il sature et il est plus capable de traiter ces informations. Et quand il y a trop, une des réponses, c'est la fatigue, la douleur. Et moi, j'y suis extrêmement confrontée. Et je l'étais pas avant. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai aussi ce raisonnement-là. J'étais pas du tout hypersensible avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que j'ai un petit peu de fatigue, je deviens très sensible au son, très sensible à la lumière, où je dois arrêter tous les inputs sensoriels parce que sinon je développe des migraines ou j'arrive pas du tout à réfléchir. Donc je pense qu'il y a ces deux populations-là. Je pense qu'il y a des populations qui ont un cerveau finalement structurellement parlant c'est pas une problématique, mais qui a peut-être un fonctionnement un peu plus sensible dans le traitement des informations. Et je pense qu'il y a une autre population qui est plutôt hypersensibilité due à l'environnement. Conditionnée quelque part. Notamment aux écrans. Ouais. Exactement, on a les écrans, on fait de la double tâche en permanence, voire de la triple tâche en permanence. Que notre cerveau n'aime pas trop. Il est rincé. La double tâche et la triple tâche. Non. Ouais. Mais je trouve ça vraiment très intéressant et merci pour cet éclairage parce que j'ai vu des commentaires quand je parlais beaucoup de l'hypersensibilité sur mon compte où une personne me disait « Je suis pas hypersensible, mais ce que tu décris pour moi, c'est de l'hypervigilance. » Et finalement, tu vois, en fait, avec ce que tu me dis, je trouve que la boucle se boucle par rapport à ça parce que quelque part, un cerveau d'hypersensible va effectivement être en hypervigilance un peu générale et quelqu'un qui aurait subi un trauma et qui du coup pourrait être en hypervigilance parce qu'il est dans une situation de stress va effectivement avoir le même fonctionnement que le cerveau hypersensible a en globalité ou en général, sachant que là encore, on parle d'un spectre et donc chaque cerveau hypersensible fonctionne aussi de façon particulière et individuelle. Donc, on décrit des choses globales, mais après, chacun aussi doit apprendre à comprendre son propre fonctionnement pour se dire ah oui finalement moi c'est comme tu disais par exemple les bruits, les odeurs, les lumières qui à un moment vont faire que je sature, d'autres ça va être leurs pensées qui sont tout le temps en boucle et d'autres ça va être les émotions qui les submergent et d'autres c'est un peu un mélange de tout, mais entre guillemets j'aime bien ce lien entre hypervigilance et hypersensibilité parce que ça décrit bien en fait aux normosensibles que en fait quelque part la vie dans la tête d'un hypersensible qui a grandi comme ça et qui a peut-être une part génétique de fonctionnement du cerveau de façon hypersensible, c'est bienvenue dans mon monde entre guillemets qui peut quand même aussi avoir plein de côtés intéressants malgré tout. Pour un hypersensible, pas pour l'hypervigilance, un peu. Oui,
c'est ça. En fait, c'est une palette de couleurs énorme. Donc, il y a effectivement, moi, j'ai parlé plus de l'hypersensibilité qui me touche, c'est-à-dire plutôt sensorielle. Mais il y a l'hypersensibilité émotionnelle qui, là, du coup, c'est plutôt d'autres structures qui vont être mises en cause. C'est-à-dire que notre cortex préfrontal, qui est censé réguler justement nos émotions, finalement, il a des stratégies qui sont pas suffisamment activées ou des mauvaises stratégies. Donc il y a d'autres pistes thérapeutiques à aller creuser par rapport à ça. Il y a évidemment l'amygdale et tout le circuit de stress, d'anxiété qui fait aussi que les émotions elles sont plus fortes. Faut savoir que l'amygdale, enfin tout le circuit de la peur et de l'anxiété a pour effet d'inhiber notre cortex préfrontal. Donc, vu que c'est lui qui nous régule, si on a peur, on se régule moins. Si on est dans de l'anxiété chronique, par exemple, c'est effectivement très compliqué de gérer ses émotions. Donc, quand on parle d'hypersensibilité, il faut comprendre, quelle est la mécanique sous-jacente qui explique ce dérèglement. Et je pense sincèrement qu'on peut un jour dans sa vie tous être entre guillemets atteints d'hypersensibilité, parce qu'on a tous des expériences compliqués ou des moments où on est surchargé. Mais par contre, ceux qui le vivent au quotidien, c'est compliqué. Il y a une grande fatigue mentale. Oui, et comme tu le disais aussi, on vit dans un environnement qui, clairement, est hyper stimulant. Donc, qu'on soit hypersensible ou normosensible, à un moment, on est hyper stimulé, ce qui peut faire fonctionner le cerveau pour quelqu'un qui n'est pas forcément hypersensible, à la façon d'un hypersensible, du fait de la surstimulation. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment voir le cerveau un peu. On a un peu des seuils différents. C'est un peu comme la douleur. Je pense que ça parle plus aux gens. Il y a des gens qui sont très doudouilles. J'en fais partie, je suis le team doudouille. Et il y a des gens qui ont un seuil de tolérance à la douleur qui est très élevé. En fait, c'est vraiment notre cerveau qui décide de quel seuil il pose pour tout, que ce soit pour nos émotions, pour nos entrées sensorielles, pour la douleur, etc. Et donc, quand le seuil est très bas, c'est là où on a cette hypersensibilité. Mais notre environnement et le contexte de tous les jours peut nous faire varier ce seuil de sensibilité. On sait très bien que si on est en mode survie, on se prend une balle dans la jambe, on est toujours capable de courir, on se rend pas compte de la douleur parce que du coup notre cerveau sait que la priorité c'est pas de se dire ah j'ai mal à la jambe, c'est de se dire je dois survivre. Du coup il change le seuil de sensibilité. Et on peut travailler pour remonter le seuil quand on est hypersensible. Et quand on est, comme tu dis, normosensible, en fait, notre environnement et le contexte fait qu'au bout d'un moment, le seuil, il descend parce que le cerveau, il est saturé et il est fatigué. Et je pense une des vraies problématiques aujourd'hui qu'on a et sur lequel on devrait, moi, je le travaille parce que je suis très sensible à ça, c'est les écrans. C'est d'être en double, triple tâche, c'est-à-dire que je regarde la télé, en même temps je suis sur mon téléphone, en même temps j'écoute une conversation. Évidemment, il y a une surstimulation qui est très forte. Et puis il y a un manque de pause et de repos. J'en parle parce que ça fait quelques semaines que je suis en train de faire un travail là-dessus. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans ma journée, j'ai pas de moment de pause pour mon cerveau. C'est-à-dire, soit je suis au travail, soit je suis à la maison et je fais 1000 trucs. J'ai des notifications qui arrivent sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas de moment où mon cerveau il arrête de tourner. Et puis, c'est aussi une stratégie d'évitement parce que quand j'étais jeune, j'ai eu des moments difficiles. Du coup, il fallait que je coupe un peu toutes ces idées-là. Donc, tout le temps, je surchargeais le cerveau pour pas réfléchir à mes émotions, notamment. Et en fait, c'est des stratégies qui se retournent un peu contre nous-mêmes. C'est-à-dire que quand le cerveau, il a pas de pause, c'est-à-dire que toute la journée, on est obligé de mettre de la musique, on est obligé d'écouter une histoire pour pouvoir s'endormir, on est obligé qu'il y ait tout le temps un bruit de fond, le cerveau, il s'épuise. Et en fait, on a souvent un sommeil de mauvaise qualité qui fait que notre cerveau ne récupère pas. Et en plus, dans la journée, on n'a pas de moment de pause. Et donc là, nos seuils de stimulation, ils baissent. Et c'est là qu'après, ça devient physiquement douloureux pour le cerveau de traiter tout ça. Oui, je suis complètement d'accord. Je me reconnais dans pas mal de problématiques, mais je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Et je suis pas, étant hypersensible, etc. Je suis pas immunisée, donc je rencontre les mêmes difficultés. Pendant très longtemps, j'étais de la même façon. J'ai du mal à dormir sans avoir une histoire ou quelque chose parce que effectivement, c'est une vraie stratégie d'évitement. Parce que quand nos émotions et les ruminations, elles nous empêchent de nous endormir ou elles nous réveillent à 3 heures du mat.
fait, effectivement, à un moment, il faut trouver une façon de switcher pour se dire on se rendort. Sauf qu'en fait, on devient un peu accro à on a créé une habitude qui est difficilement, c'est pas impossible de la travailler, mais faut reconditionner notre sommeil, notre approche de la vie. Et comme tu le dis, je pense qu'on vit dans un monde où la pause, en fait, elle n'existe pas, où elle est souvent aussi jugée, c'est-à-dire non, il faut toujours faire quelque chose, se reposer, c'est toujours dans un mode je choisis de me reposer de telle façon et du coup je vais au spa. Enfin, je dis n'importe quoi, mais quelque part c'est très conditionné. Et juste en fait de se dire, moi l'exercice que je fais régulièrement, c'est de me mettre sur mon canapé, de laisser les yeux ouverts et de regarder le plafond. C'est très désagréable. C'est pas, en tout cas au départ, c'est extrêmement inconfortable. Mais ça aide aussi à justement dire à mon cerveau, on peut faire de la méditation, on peut faire plein d'autres choses et il y a plein de stratégies. Et c'est aussi toutes ces stratégies que moi dont je parle dans le livre. Et à chacun en fait de se construire sa boîte à outils. Mais effectivement, la pause pour le cerveau, elle est essentielle. Ouais. Moi, c'était bizarrement très anxiogène. Oui. De penser de rien avoir, de pas avoir de stimulation pour mon cerveau, c'était très anxiogène. Et du coup, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Du coup, il doit y avoir une raison derrière pourquoi ça m'angoisse alors que littéralement, il se passe rien. Et c'est là où j'ai compris que c'était une stratégie d'évitement. C'est ça. Et au début, donc moi, je fais des courtes méditations. Mais au début, c'est extrêmement compliqué. Même un peu confrontant, bizarrement. Clairement. Voilà, il suffisait que je ferme les yeux, que j'attende 5 minutes. J'avais le stress, les émotions qui remontaient parce que à force de tout pacter bien au fond, dès qu'on fait un peu de pause, évidemment, ça souhaite sortir. Mais ça change la vie de faire des pauses, d'apprendre à en fait, il faut comprendre. Je pense que c'est toute la clé de mon compte et mon mojo un peu dans la vie. C'est dire qu'il faut comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Et quand on comprend pourquoi les émotions sont utiles, et c'est pour ça que ça me fait bondir quand je vois des comptes sur Insta qui diabolisent les émotions. Donc, pourquoi nos émotions sont utiles, à quoi elles nous servent, à quoi sert la régulation émotionnelle, et aussi il faut le contre-pied. Et à quoi servent les pauses? Mais les vraies pauses, pas d'être tout le temps avec la télé ou avec la musique ou avec un petit jeu sur le téléphone. Moi, j'ai cette stratégie-là. Je faisais un petit jeu sur le téléphone en pensant que c'était ma pause, mais en fait, non, mon cerveau est pas au repos. Quand on comprend les mécanismes, on arrive à affronter tout ça et on voit tout de suite les bénéfices directement, même si, évidemment, la mise en place d'une nouvelle habitude est toujours difficile au début et de plus en plus facile après. Alors qu'on est débutant au début, on n'a pas besoin de ces freins-là, mais pour tout, en fait, les premiers exercices sont toujours beaucoup plus compliqués et confrontants. Mais c'est comme tout, j'aime bien l'image. Une fois que tu mets ton short, tu te dis que tu vas faire ta séance de sport. En fait, quelque part, c'est à chaque fois le premier petit geste qui est le plus difficile. Mais une fois qu'il est fait, c'est juste un petit geste de plus un petit geste de plus qui fait qu'à la fin, t'as fini ta séance ou t'as fait ta méditation ou t'as fait ta pause. Donc, j'aime énormément cette idée de comprendre, en fait. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça et c'est un peu... je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai tellement apprécié ton compte et notre échange aussi aujourd'hui. Effectivement, plus on comprend, et quelles que soient les clés d'entrée, ça peut être les neurosciences, ça peut être la psychologie, ça peut être le fonctionnement du corps, du système nerveux. Aujourd'hui, on a quand même un nombre de points d'entrée assez exceptionnel. Mais plus, en fait, on va se comprendre, plus on va être en capacité de se transformer là où on a envie de se transformer et donc, du coup, de moins subir. Tout à fait. Je pense que la clé, c'est se comprendre déjà pour aussi être moins dans sa propre autocritique. Je trouve qu'on est, je pense que je pourrais le confirmer, on est toujours très dur avec nous-mêmes. Et il y a besoin un peu de déculpabiliser. On a un cerveau avec une mécanique qui fait que oui, ça fonctionne comme ça, mais si on met en place certaines stratégies, ça peut nous aider. Mais si on connaît pas ça et on connaît pas les stratégies, on peut aussi déculpabiliser un petit peu de certains fonctionnements qu'on a. Et une fois qu'on se comprend, on comprend aussi les autres. Et quand on comprend que, comme on a dit aujourd'hui, en fait non, on voit pas les mêmes choses. Voilà, ça facilite tout, aussi exactement la communication, la compréhension de l'autre. Et oui, ça change tout. Ça change toutes les dynamiques relationnelles, déjà par rapport à soi et ensuite par rapport aux autres.
Je te propose qu'on reste sur cette jolie phrase pour finir notre épisode. Je te dis un immense merci. J'aurais pu continuer à discuter avec toi encore des heures. Peut-être que on se dira qu'on en fait un autre dans quelques temps parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Je te souhaite une très belle journée et on peut retrouver toutes tes infos de ton compte je les mettrai dans les notes du podcast. Et voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant de partir? En tout cas, merci beaucoup. Moi, l'objectif, c'est d'être dans le partage, dans la communication, dans les échanges. Donc, un grand merci pour ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux et me faire un retour, justement, de vos avis par rapport aux thématiques de discussion. Super. Merci beaucoup. Merci.